I'm happy now to introduce you to my colleague Céline Tarop, advisor for digital and innovation at FEDIL, as she will guide you through our last sequence on a new industrial strategy reinforced by trust. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir pour aborder un sujet qui concerne toutes les entreprises, la cybersécurité. La cybercriminalité est un risque tangible et actuel. Nous connaissons une réelle vague de cyberattaques au niveau mondial. Quasiment pas un jour sans l'annonce d'une attaque. Il y en a de plus en plus, trop. Tous les secteurs d'activité sont touchés, et même les plus sensibles. Et malheureusement, le Luxembourg n'est pas en reste. Ces cyberattaques sont une réelle atteinte à notre sécurité et à nos libertés fondamentales. Les risques augmentent de par l'utilisation croissante des outils numériques et la digitalisation globale de notre économie. Or, la cybersécurité est une brique fondamentale dans la construction de notre confiance à nos infrastructures numériques. La cybersécurité est une priorité au niveau européen. La Commission européenne a placé la cybersécurité au premier plan de sa stratégie pour une Europe numérique et souveraine. Elle a publié sa nouvelle stratégie européenne de cybersécurité afin de créer un véritable bouclier européen. Les nouvelles propositions de directives sont destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité dans l'Union, ainsi qu'à renforcer les exigences de sécurité imposées aux entreprises. Le Luxembourg mène également sa propre bataille pour la cybersécurité. C'est dans ce contexte que le pays s'est doté de sa propre stratégie nationale cybersécurité et nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard lors de cette session. Je pense que vous l'aurez compris, la cybersécurité doit être au premier plan au sein des entreprises. C'est pourquoi, au cours des dernières années, à la FEDIL, nous avons mené des actions concrètes pour sensibiliser nos membres à ce sujet. Nous avons lancé il y a un an notre outil d'évaluation en cybersécurité, développé en collaboration avec EY Luxembourg, pour encourager nos membres à adopter une politique de cybersécurité résiliente, ainsi qu'à renforcer leur posture cybersécurité. Nous avons également lancé le premier forum cybersécurité dédié à l'industrie manufacturière, en collaboration avec le ministère de l'économie. Cet Information Sharing and Analysis Center est une véritable plateforme d'échange afin d'identifier les scénarios de risque, les vulnérabilités et les menaces propres au secteur. Après avoir abordé l'impact de la Covid sur la sécurité, le groupe travaille actuellement sur le sujet de l'espionnage. Mais les cyberattaques, c'est quoi? Qui en sont les victimes? Et quelles en sont les incidences? Aujourd'hui, je vous propose d'être pragmatique. Nous allons comprendre ce qu'est une cyberattaque et en mesurer la réalité. En effet, la théorie est toujours bonne à prendre, mais l'on constate que tant que l'on n'a pas vécu une cyberattaque, on mesure différemment l'impact qu'elle peut avoir au sein d'une entreprise ainsi que son incidence. C'est pourquoi nous aurons le privilège d'accueillir et de partager le témoignage de personnes qui ont vécu une attaque. Ils vous livreront leur histoire. Enfin, nos experts cybersécurité vous partageront également leur expérience ainsi que des mesures techniques et opérationnelles à mettre en œuvre pour se prémunir au mieux en cas d'attaque, que ce soit avant, pendant ou après une attaque. Je vous propose de débuter tout de suite et d'écouter le témoignage de M. Paul Feider du groupe Giorgetti. Et je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de nous adresser vos questions dans la petite boîte qui se situe en bas de notre flux vidéo. Écoutons M. Feider. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour m'offrir l'opportunité de ce témoignage, comme je suis convaincu qu'il faut s'échanger ouvertement sur le sujet pour trouver une solution à ce fléau. Venons maintenant aux faits. Nous avons été victimes d'une cyberattaque. Pour être précis, c'est au matin du 17 janvier, vers 7 h au matin, quand les premiers utilisateurs tentaient à se connecter, que notre service informatique s'est dû rendre compte de cette attaque. L'attaque était du type ransomware, donc l'intrus a crypté nos données informatiques. Toutes les sociétés appartenant à notre groupe ont été affectées. Pour rendre les fichiers à nouveau accessibles, l'intrus nous réclamait le paiement d'une rançon d'un demi-million de dollars payable en Bitcoin. Il nous laissait 4 jours pour ce faire. À défaut, le montant doublait et il nous menaçait de vendre et de publier nos données sur le Darknet. Pour éviter le pire, notre service informatique a éteint l'ensemble de nos serveurs et a coupé toutes les lignes Internet.
Le choc était grand quand on a dû constater que l'intrus, avant de lancer le cryptage de nos données, avait pendant la nuit du 16 au 17 janvier également attaqué l'ensemble de nos backups. On risquait donc que tout notre environnement informatique était détruit et que nos chantiers de production étaient à l'arrêt. Heureusement, ceci n'a pas été le cas, car l'intrus n'avait pas détecté notre deuxième niveau de backup qui se trouvait dans le cloud. C'est ce backup qui nous a sauvés et qui nous permettait de ne pas céder au paiement de la rançon. Ensemble avec la police, le Cercle et toute une armée de prestataires de services externes, nous avons reconstruit dans les semaines suivantes un nouveau système informatique en partant des données récupérées sur le cloud. En partant de la conviction que l'intrus avait certainement toujours une longueur d'avance sur nos démarches, ceci a été fait en respectant quelques principes de base, comme par exemple éviter toute précipitation. Il fallait absolument éviter d'avancer trop rapidement et de faire à nouveau des erreurs qui nous obligeaient ensuite de recommencer. Ceci a été la raison pour laquelle ce processus a pris des mois et qu'une partie de nos salariés ont été au chômage technique pendant plusieurs semaines. Éviter toute connexion Internet au serveur interne. Voilà pourquoi nous avons équipé tous nos collaborateurs avec 2 ordinateurs, un pour le système interne et l'accès aux données, et un pour le système externe pour pouvoir communiquer avec nos clients et fournisseurs par exemple. Aujourd'hui, plus d'1 an après l'attaque, le processus de rétablissement de nos réseaux n'est toujours pas complètement achevé. Cette expérience nous a ouvert les yeux sur les points clés suivants. Personne n'est à l'abri du regard malveillant des hackers. Pour notre secteur, l'accès aux données ne doit pas être possible 24 heures sur 24. Alors qu'il nous faut une double signature en dessous d'un courrier ou une offre importante, il suffit d'un unique mot de passe du type administrateur pour détruire un backup. Ceci, il faut s'en rendre compte et il faut le changer. Le processus de digitalisation tellement prôné est comme la danse d'Ashtanar, 2 pas en avant et 1 pas en arrière. En matière de sécurité informatique, le télétravail est un challenge et ses risques et ses coûts sont loin d'être négligeables. Dans une entreprise comme la nôtre, où le travail visible est encore manuel, l'informatique et ses données sont devenus un asset important qu'il faut à tout prix protéger. Nos recherches ont montré par après que les premières traces que le hacker a laissées dans notre système, ils datent de novembre 2019. Donc on est convaincu que c'était une attaque ciblée contre notre société et qu'il a attendu le bon moment, et à savoir la faille du système Citrix au mois de janvier pour percer, pour détruire notre système et pour demander la rançon. Donc on était vraiment visé. Comme vous pouvez l'imaginer, il y avait de la panique auprès de tout notre personnel. Donc pour éviter que le service informatique était trop sous pression, donc on a renvoyé les gens à la maison pour qu'ils puissent œuvrer dans le calme. Ça, c'était notre première réaction. On a été convaincus dès le départ qu'il avait toujours une longueur d'avance sur nous. Quand il a su qu'on n'allait pas payer, en permanence, on a été attaqué. Il a détruit notre présence sur Internet en lançant 60 000 requêtes par seconde. Donc, les serveurs d'hébergement ont été à l'arrêt. Si jamais ce deuxième backup n'avait pas été complet, je pense qu'on n'aurait pas eu le choix et qu'on aurait dû payer. Qu'est-ce qu'une cyberattaque? Une cyberattaque est un acte malveillant contre un système informatique, relié ou non à Internet. Pour les entreprises, les cyberattaques peuvent prendre plusieurs formes. La forme de sabotage informatique et panne organisée, la forme d'atteinte à l'image par exploitation des vulnérabilités. Il y a aussi le cyberespionnage. Il s'agit d'un accès discret et de long terme aux informations stratégiques de l'entreprise. Enfin, il y a la cybercriminalité, par exemple le phishing ou le ransomware. Le but étant de voler des données sensibles relevant de l'entreprise ou des données privées de clients par exemple. Attention, la menace peut venir de l'extérieur et de l'intérieur d'une entreprise. Mais comment agir pendant une cyberattaque? Surtout, ne paniquez pas et restez calme. Impliquez le top management dès les premiers instants, mais aussi des experts techniques, juridiques, de la finance, de la communication ou encore des ressources humaines. Ensemble, essayez de comprendre ce qui s'est passé. Et ne souffrez pas en silence. Contactez les CERT, la police, les autorités, notamment dans le cas de données privées où la notification à l'autorité compétente est obligatoire.
Pensez à votre assureur. Et comment diminuer le risque d'une cyberattaque? D'abord, il faut s'assurer que les systèmes et réseaux sont mis à jour. Des backups, idéalement offline, ont été faits et testés. Ensuite, il faut savoir où se trouvent les joyaux de la couronne, c'est-à-dire les données et fichiers les plus sensibles, et quel impact sur les entreprises une perturbation de ces données aurait. Il est également important de mettre en place des procédures de gestion de crise. Il faut rester vigilant et avoir des mécanismes de détection. Plus on détecte tôt, mieux c'est. Et surtout, faites des exercices et simulations de cyberattaque. Vous pourrez ainsi détecter des faiblesses organisationnelles et entraîner vos réactions. Après ce témoignage, vous avez découvert cette animation sur les cyberattaques. Elle n'a pas pour ambition de tout traiter, mais de vous sensibiliser à ce sujet complexe. Afin d'aller plus loin et de vous donner les clés sur la manière de bien se préparer et comment assurer la survie de votre entreprise en cas d'attaque, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Mauny, Cyber Security Lead chez Telindus Luxembourg, qui se joint à nous à distance. Cédric, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier pour la transparence de M. Feider. C'est vraiment très intéressant et très important de voir et d'avoir un aperçu de ce qu'il se passe derrière et avoir la conviction que ça peut vraiment frapper n'importe qui. En fait, mieux vaut prévenir que guérir, c'est vraiment ça l'objectif, car la survie de l'entreprise dépend surtout de tout ce qui aurait été fait en amont de l'incident et non pas seulement des moyens qui vont être mis en œuvre au moment de l'incident. Ainsi, comme ça a été présenté dans la vidéo, les bases sont connues des sauvegardes réalisées, protégées et des capacités de recouvrement et de restauration qui ont été éprouvées, la mise à jour des logiciels pour fermer les portes qui peuvent être franchies par les attaquants, la protection par antivirus, bien qu'imparfaite, permettent de lever des alertes et d'avoir une vue sur ce qu'il se passe actuellement sur les équipements, la mise en place et le maintien de bonnes conditions et de bonnes relations avec un partenaire sécurité qui pourra être appelé le moment où il y aura vraiment un problème. Comme ça a été dit, la communication, c'est vraiment important, mais surtout, le dernier point, c'est ne pas sous-estimer la sensibilisation, car les utilisateurs, vos collaborateurs, sont peut-être, on a toujours dit, les maillons faibles, mais c'est aussi les maillons forts, et c'est eux qui sont souvent le dernier rempart pour protéger la société, et un clic, ça va tellement vite, et les conséquences peuvent être tellement énormes, une session de sensibilisation permet justement d'éviter tous ces problèmes-là. Ainsi, même si la sécurité à 100% n'existe pas, il est possible de ralentir les attaquants pour vous laisser plus de temps en tant que société pour pouvoir les détecter et réagir. Et ainsi, il est vraiment très important de connaître l'ensemble de votre périmètre, l'ensemble de votre système d'information et d'agir sur cette base-là en limitant les droits utilisateurs et en mettant en place un bon contrôle des accès. Ensuite, le cloisonnement des réseaux et l'isolation des ressources les plus sensibles est vraiment primordial. Ressources les plus sensibles, les backups par exemple. C'est isoler les backups des autres systèmes et cloisonner les réseaux. Comme ça, si un incident arrive, ce sera un département ou une filiale qui sera contaminée et pas l'ensemble du groupe ou l'ensemble de la société. Ensuite, il faut pouvoir superviser la sécurité à travers par exemple la Security Operations Center, un SOC. La supervision permet de détecter en temps réel l'avancement d'une attaque sur votre système d'information et de pouvoir réagir de la meilleure manière. Et finalement, comme ça a été dit, les attaquants sont parfois, malheureusement, souvent depuis très longtemps dans la société. Ils restent cachés et donc là, il reste un moyen, c'est ce qu'on appelle le threat hunting, c'est la chasse à la menace, c'est-à-dire d'aller proactivement rechercher les attaquants en mettant soit en place des pièges, soit en allant rechercher sur certains éléments. La sécurité à 100% n'existe pas, mais il faut vraiment penser que le temps nécessaire pour redémarrer l'activité peut être parfois très très long, comme ça a été dit précédemment, et qu'il faut prendre le temps de faire attention et de ne pas faire d'erreur. Et surtout, un autre point, c'est pendant que vous êtes occupé à gérer un incident, le monde continue de tourner et vous devenez une proie facile. Et donc, il faut penser à une chose aussi, c'est de protéger ses équipes. On repose énormément sur les ingénieurs, les consultants, les techniciens, l'ensemble de vos collaborateurs pour remonter un système informatique. Ces gens-là, à ce moment-là, vont être mis sous stress, sous grosse pression, et il faut les protéger. C'est aussi un point qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est protéger les ressources humaines. Au sport de mes enfants, la maxime est « une compétition se gagne à l'entraînement ». Et c'est exactement ça. Il ne faut pas improviser. Tout temps d'improvisation est du temps perdu. Il faut se préparer, et je vais me permettre de terminer sur la première phrase de Paul Feider, « échanger ouvertement pour trouver une solution à ce fléau ». Vous n'êtes pas seul,
échanger, collaborer, et c'est ensemble qu'on arrivera à trouver une solution. Merci beaucoup. Merci Cédric pour ces informations complémentaires et ces conseils pratiques qui, je suis sûre, aideront ceux qui nous regardent à mieux appréhender ce genre de situation. Nous avons reçu des questions de la part de l'audience et nous vous en remercions. Et il est temps de commencer à y répondre. Christophe Bianco, bonjour. Bonjour. Vous êtes Managing Partner d'Axelium Services et avez accepté de vous prêter au jeu des questions-réponses de notre audience. Christophe, Paul Feider a mentionné que le hacker a en effet pas lâché prise après avoir refusé de payer la rançon. Est-ce quelque chose que l'on constate de plus en plus dans le cas de ransomware? Est-ce que les modes opératoires ont changé de la part des hackers? Peut-être pourriez-vous nous donner plus de précisions sur ce que vous avez constaté aujourd'hui? Alors je dirais qu'il y a plusieurs choses à considérer. Effectivement, on constate par la lecture de la presse ou écouter ce qui se passe à la radio qu'il y a de plus en plus d'événements comme ça. Et je dirais, on est face à de la malveillance qui a une certaine forme de réactivité et d'adaptation. Donc effectivement, on a pu entendre que certains groupes de ransomware ou de malveillants utilisent des call centers en Inde pour solliciter ou mettre de la pression sur leurs victimes. Donc je ne sais pas si c'est un trend, et c'est là où peut-être il faut aussi se garder de généralité. Ce que l'on constate, et ce qui est sûr, c'est que les gens font de l'argent avec ça. D'accord? Et donc, on a un modèle économique qui s'est construit, qui ne va pas s'arrêter, qui est énormément adaptatif et qui prend peut-être appui aussi sur un état de fait qui est notre adaptation de la digitalisation, fait que beaucoup de nos entreprises ne sont pas préparées à ces situations-là. Et donc, je dirais, l'intervention qu'on a eue de M. Feder, mais aussi de Cédric, je pense que il faut dépassionner ce sujet-là, il faut arrêter d'en faire quelque chose de sensationnel, mais juste peut-être de considérer que c'est notre nouveau normal par rapport à cet usage des technologies digitales que l'on rencontre. Nous avons parlé de ransomware, bien évidemment, il existe le sabotage, il y a aussi le vol de données de santé, dernièrement par exemple. On constate donc, est-ce que tous les groupes de hackers ont des modes opérationnels différenciés? Peut-on éventuellement observer une forme de convergence de la malveillance? Encore une fois, je pense qu'on connaît cette matière. Effectivement, cybercriminalité signifie digital, environnement cyber, donc ça a l'air un peu nouveau, mais c'est ni plus ni moins que de la criminalité adaptée à un nouveau monde qui est le monde digital. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il y a une seule attitude? Est-ce qu'il y a un seul groupe? Est-ce qu'il y a des motivations communes? Non, je dirais ce qu'on constate, c'est qu'il y a généralement 3 types de motivations pour les gens qui perpétuent ce type d'acte. Il y a ceux qui cherchent un pur intérêt financier. Donc est-ce que je peux extorquer des choses? Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas la revente de vos fichiers clients qui généralement les intéresse. C'est juste de dire le fait que je puisse mettre sur le marché vos données va avoir un impact réputationnel sur vous, va peut-être faire que le régulateur se sentira concerné. Et donc, quelque part, j'ai un moyen de chantage vis-à-vis de vous. D'accord? Et ce moyen de chantage va me permettre d'en tirer un bénéfice commercial. À côté de ça, on a aussi ce qu'on appelle les activismes, c'est-à-dire des gens qui ont une cause et qui s'en prennent à vous juste pour le principe de ne pas être en accord avec vos idées, avec le but de votre société ou des choses comme ça. C'est aussi peut-être moins, je dirais, criminel dans le sens extorcation de données ou de monnaie ou quoi, mais ça a aussi le même but, c'est d'impacter la production, d'impacter la continuité des opérations, avec des gens qui ont du temps et de la motivation, ce qui est parfois aussi un élément important. Et puis on a le 3e bloc que l'on a entendu pendant le Covid ou dans Mission Impossible, vous voyez, des trucs comme ça, c'est effectivement pour les États, cet espace cyber devient un nouvel espace de confrontation ou d'opportunité. Et donc, en fonction des motivations et des usages, on aperçoit, et on l'a vu encore récemment avec certaines attaques assez importantes, une certaine proximité entre visiblement des gouvernements et des groupes de criminels qui tirent un profit commun à réaliser ce type d'action. Donc, je dirais qu'il n'y a pas convergence du mode opératoire, il y a juste une diversification comme on peut le rencontrer dans le monde criminel traditionnel. Et alors, quelle serait la conséquence en fait de cette évolution? On voit dans la presse et les infos, donc comme on l'a déjà dit, il y a presque tous les jours des situations de crise qui sont annoncées. Vous parliez d'une nouvelle normalité un petit peu plus tôt.
Est-ce que cette nouvelle normalité devient justement partie intégrante de notre quotidien? Et comment doit-on alors traiter ce sujet? Alors, c'est un peu paradoxal parce que la raison de ma société, c'est de vivre de ce climat d'anxiété que toutes ces news mettent sur le marché parce que ça amène toutes les sociétés à nous consulter. Je pense qu'il y a vraiment un changement de paradigme à avoir, un changement d'attitude que l'on doit adopter. Et comme le disait Cédric, l'intervention de notre premier intervenant et de l'explication de comment ils ont vécu ça, à mon avis, est quelque chose d'important. Vivre un cyber-incident, quelque part, ça devrait être, pas la normalité, mais dans l'acceptation générale d'une entreprise, comme on accepte de subir un incendie, une inondation, un dégât des eaux, des choses comme ça. Le tout, c'est de supprimer cette honte d'en avoir vécu un. D'accord ? Parce que cette honte d'en avoir vécu un fait qu'en fait, on ne partage pas du tout ce qui s'est passé, alors que moi, je peux vous dire que dans pratiquement 80% des cas où on intervient, ce sont les mêmes causes et les mêmes conséquences à chaque fois. Donc, il y a là de l'éducation à faire. Il faut arrêter de faire aussi de ces événements de cyber le sujet number one qui doit mobiliser tout le monde. C'est, comme l'a dit Cédric, de la préparation, comme on le fait pour tout le reste. Une société n'est pas là pour être la plus sécure, elle est là pour faire du business et effectivement d'avoir un niveau de sécurité qui est adapté à son fonctionnement et à la menace auquel elle est exposée. Donc ça, c'est des éléments qui, si on prend un peu de recul, nous permettraient d'avoir un peu plus de relations normales vis-à-vis de ces incidents. Mais je dirais, comme le dit à juste titre Cédric, nous, quand on intervient sur des cyber-incidents, un peu comme les NCIS, vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de comprendre ce qui se passe, de donner les clés à l'organisation de revenir le plus vite possible à son environnement de production, de limiter l'impact de cette malveillance, comme on le ferait pour un incendie et des choses comme ça. Le problème, c'est qu'on débarque souvent dans des organisations qui n'ont jamais considéré que ça pouvait leur arriver. Vous voyez ? Et donc, fatalement, si on n'est pas préparé, il n'y a pas de mystère. L'impact, il sera là. On l'a vu dans le cas qui a été évoqué, mais nous, nos statistiques font que sur une entreprise qui est victime d'un incident de ransomware conséquent, qui a encrypté une partie, c'est en mois dont on parle le temps de revenir à la production. Donc, tout ça a un coût important. Vis-à-vis d'organisations qui n'ont pas forcément les ressources nécessaires, nous les premiers, que ce soit chez Cédric ou chez nous-mêmes, trouver des collaborateurs qui ont les compétences nécessaires est un vrai challenge au quotidien. Et donc, je pense qu'il y a là une approche, c'est comme vous le faites au travers de la FEDIL, partager. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles auraient été les bonnes pratiques? Deuxièmement, avoir, je dirais, une sensibilisation au sein de l'organisation, parce que le jour où ça arrive, c'est pas là qu'il faut découvrir comment on doit traiter ça. Supprimer cet aspect honte, comme je le disais tout à l'heure. On a eu un cas récemment aux États-Unis où une des boîtes qui est censée être la mieux équipée pour lutter contre ces phénomènes-là s'est fait hacker. Mais parce qu'elle a communiqué, on a découvert qu'une bonne partie des entreprises américaines étaient concernées par une attaque globale importante. Donc, si elle ne l'avait pas dit, un certain nombre de gens ne seraient pas conscients ou n'auraient pas pu voir qu'eux-mêmes sont concernés. Et on a effectivement une question qui nous dit, mais quel est le temps entre le moment où je suis victime d'une cyberattaque et le moment où les gens sont rentrés? On s'aperçoit que ce n'est pas simple à répondre à ça, parce que souvent, c'est pas le même groupe ou c'est pas les mêmes individus qui font les choses. Donc on a un groupe qui a exploité une vulnérabilité dans un système d'information et quelques mois après, on a un autre groupe qui exploite cette vulnérabilité. D'accord ? Tout l'enjeu pour les sociétés, c'est effectivement de pouvoir détecter ça, pas forcément le plus tôt possible, mais avant que l'impact du sinistre ait lieu ou avant que l'impact de l'attaque ait lieu. Et le challenge, il est un peu là. C'est pas forcément d'être le meilleur dans sa catégorie, mais c'est de pouvoir éviter toutes ces questions qui vont ressurgir le jour où vous avez vécu ça, de la part des régulateurs, de la part de vos clients, de la part de tout votre écosystème qui va dire mais avant tu m'avais dit que tu étais sécure, là j'ai bien vu que tu ne l'étais pas, et pourquoi demain ça va changer? Et donc c'est ces choses-là qu'on doit travailler, plus d'éducation, plus de sensibilisation. Ce qui est dommage, c'est qu'on a l'attention de tout le monde après un cyberincident. C'est compliqué d'avoir l'attention des décideurs avant l'incident. Je ne dis pas que c'est un problème juste du management, c'est souvent un problème de communication entre les équipes cyber et le management, de parler le même langage et d'amener sur la table des éléments de risque qui sont compréhensibles par les deux parties.
Oui, merci pour cette réponse extrêmement précise. Donc, je pense qu'on a déjà adressé pas mal de points pratiques, notamment lorsque vous intervenez en fait dans une entreprise, lorsqu'elle-ci est victime d'une attaque. Concrètement, que faites-vous? Quelles sont les actions que vous mettez en place? Que se passe-t-il? Ben, malheureusement, on peut aisément faire un parallèle avec ce qu'on vit avec le Covid. C'est-à-dire que quand quelque chose se passe, très généralement, on sollicite ce qu'on appelle les équipes de réponse à incidents, d'abord internes, parce qu'elles connaissent le système d'information. Parfois, on attend d'être en limite de capacité pour aller chercher de l'aide à l'extérieur. Et quand on intervient, ben, on a la même démarche que pour le Covid, c'est-à-dire trouver le patient zéro, comprendre d'où vient cet incident, qui est à l'origine de ça, qu'est-ce qu'il a fait, comment il est venu, depuis quand il est là, qu'est-ce qu'il a touché, essayer d'isoler un peu ses périmètres. Et le but, c'est de réduire au maximum l'impact de l'incident. Le problème, c'est que plus on perd du temps, et plus l'impact sera conséquent. Et trop souvent, on est appelé... Moi, j'essaie de couper mon téléphone le vendredi après-midi, parce que c'est le vendredi soir, à 19h, quand on va rentrer dans une période de week-end où on n'a pas de ressources, qu'on dit « Oh mais mon Dieu, il faut qu'on se fasse aider ». Comme l'a dit aussi Cédric, on s'aperçoit très généralement que les gens sont dans le système d'information depuis des mois. Et ça va prendre des semaines à corriger. Donc le sens de l'urgence est à relativiser aussi. Et Cédric a dit préserver vos équipes. On ne peut pas maintenir une équipe informatique en stress ou en crise 24 heures sur 24 pendant 3-4 semaines. C'est juste pas possible. Donc il y a, je dirais, pour moi un réflexe, comme vous le faites quand il y a le feu, vous ne commencez pas à dire alors je vais prendre une serviette mouillée, je vais prendre un truc. Non, on appelle les pompiers. Donc on a dans notre écosystème toute une série d'acteurs, qu'ils soient privés ou publics, à qui on doit solliciter en disant on vit quelque chose qui est anormal pour nous, quelles sont vos recommandations et comment on pourrait gérer ça. Et très souvent ce qu'on s'aperçoit, c'est que malheureusement, les gens commencent à se poser la question, qui je contacte? Moi, il m'est déjà arrivé d'être contacté via LinkedIn par un patron de société en disant « Est-ce que vous pourriez m'appeler? Il y a peut-être un peu d'urgence. » Soit, mais LinkedIn n'est pas un média temps réel pour communiquer avec quelqu'un dans une situation compliquée. Merci beaucoup, Christophe, de vous être prêté au jeu des questions-réponses. Et merci également à Cédric pour son apport et ses informations également pratiques. Alors nous avons jusqu'ici abordé la question de la préparation et de la réaction en cas d'attaque, mais qu'en est-il de l'après? Là encore, nous allons rentrer dans la réalité des faits. Et c'est Edith Magiarek, CEO de Victorbug Services, qui va vous livrer son expérience et son vécu. Trust, you take years to build. And in 1 second, it's gone like that. You can imagine that on a Monday morning, at 5:30 a.m., you have a call of one of your IT team members, and he tells you, we don't know what's happening, we can't access any system, so you need to make immediately some decisions. The first one that we made is really to cut all external accesses, because we wanted to make sure that we avoid any other potential penetration, given the fact we did not know where it was coming from. And then obviously you need to make sure that you keep quiet. That's a very, very important message. If you start really panicking, you don't organize anything properly. We called upon the crisis management team. We gathered and we met with the CSIRT Cyber Force team. They spent, if I really remember properly, probably 1 week, day and night with us on site to make sure that we could really organize ourselves and see the priorities. The first day, what is very important, as I said, first of all, keep quiet, because people are looking at you. So your team members, clients who cannot access you anymore. So we had really no access, we had no emails, no systems, nothing. The only thing that was available was really during having phone calls. Make sure that you organize yourselves to get back on track and your activities can restart because your clients are counting on you. Communicate regularly with your clients and your colleagues. That's very important, so you need to organize all of that. And this is really in 1 day. So the first day where everything is boiling and you just wonder, does the company still exist? So you need to make sure that you embark everybody and you get the message and you continue communicating with those people. Obviously, once the day passed and you start really rebuilding on your systems, recuperating the information, starting to be able to
get your clients back on track. In a nutshell, we had been really out of service for our clients from the 3rd of August till the 10th of August. So the attack started around 3:30 a.m. on the 3rd of August, and we have been back being able to produce and to pick up our clients again on the platform on Monday the 10th of August around 4 a.m. So during 7 days, the teams have really been on site working day and night, whether it's the IT teams, the development teams, client service people, whoever needed to be there to contact the clients and also keep the communication. Emotionally, it's hard. You don't sleep a lot. You need to keep quiet. You need to make sure that you communicate properly. You need to make sure that you don't start a blame culture, because the point was not to find who did it, but really what was done, and to make sure that you put all the measures to avoid that from reoccurring. So rebuilding the systems, making sure that you find the entry point, and you do all of that the first day without really knowing who did that, what happened, but really you make sure that you put all the measures in place to avoid recurrences. In those type of measures, on top of my head, you can think of make sure that everybody changed the passwords. Make sure that the passwords really follow a policy. You know, today everybody says you need to have strong password. What does strong password means? It's a passphrase with special characters, not a word that exists from the dictionary. But all of those things, even if you have a password policy, the majority of the people really don't think that it could happen before it happens to them. So you need to make sure that policies are good, but people understand why those policies are there. Very often when you have something that's happening to your company, the first reaction of clients is that you have not been good enough. What you did not do to prevent that from happening. And actually I think that today, and that's a different approach that you are taking as well, you need to have a lot of prevention measures. But hackers, in different type of perspective, whether it's a sabotage like we encountered, whether it's a ransomware or any other, you read about the SolarWinds recently as well, you can put a lot of prevention activities and processes in place beforehand. If you don't have the right detection as well afterwards, it's not enough. The difficult part is that when you are also under investigation, an official investigation, and you are working with the police, there's a lot of information that you cannot share with your clients. It would be so much easier if I could be really with an open book and tell our clients, okay, this is the person, this is what happened, this is the process that was undertaken. And then obviously, because you need to rebuild the trust. Trust, you take years to build, and in 1 second it's gone like that. And then you need to build it again. But if there's one advice that I can really give is don't panic. If you stay quiet and you organize yourself and you write down everything that happened so that afterwards you can give that information to build a kill chain, to have the forensic investigation, to make sure that you really find out what's happening, that's the most important. That's where we are today. Après ce témoignage, et afin d'aller plus loin et de vous donner les clés sur l'après-attaque, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Steichen, CEO de Security Made in Elu. Bonjour Pascal, bonjour. Bienvenue. Pascal, pour les personnes qui nous écoutent, quelles précisions pourriez-vous leur apporter sur ce que nous avons entendu dans ce témoignage et quel comportement adopter après une attaque? Alors tout d'abord, je dirais après l'attaque, c'est avant l'attaque. Comme on a entendu tantôt, je dirais l'évolution de la cybersécurité est assez importante. Le nombre de cas est en croissance, pas uniquement dans cette situation de Covid, mais on voit quand même une accélération. Mais depuis plusieurs années déjà, avec la digitalisation, on voit énormément de cas de tentatives d'attaque. Par exemple, au Luxembourg, on a recensé l'année passée quand même plus que 150 000 tentatives d'attaque. Bon, ceci inclut naturellement tout ce qui est phishing, tous les emails, toutes les choses qu'on voit. Mon équipe Circle, donc les pompiers d'Internet qui sont au service de l'économie, ont, pendant cette même période, quand même accompagné 1200 entreprises dans des incidents réels qui ont eu des impacts. Un autre chiffre assez inquiétant, publié par l'ENISA, l'Agence de cybersécurité de l'Union européenne, est le temps moyen de détection d'une intrusion. Et encore en 2020,
2020, ce temps est de 6 mois. Donc, ça a été dit aussi déjà avant, les criminels sont présents dans l'entreprise assez longtemps, se préparent beaucoup à ce type d'intrusion, et donc la sophistication des attaques est quand même croissante. C'est ça un peu le bémol de la digitalisation finalement, parce qu'avec la digitalisation, avec tous ces bénéfices que ça apporte à l'industrie, aux économies, aux entreprises, il y a aussi la partie sécurité, donc il faut faut se protéger contre les attaques. Comme Edith l'a mentionné, la première heure est primordiale. Il ne faut pas la voir comme un facteur de stress, comme ça a été dit, donc pas dramatiser, mais concentrer, rester calme, se prendre vraiment cette première heure, qui est une durée assez longue, pour vraiment organiser, pour coordonner les équipes, pour bien préparer les actions par après. Pas bouleverser les actions et faire l'une après l'autre. Donc ça, c'est un élément quand même très important. Et puis, le déroulement des différentes mesures, des mesures urgentes qu'on peut mettre en place directement. Aussi contacter, communiquer, informer les parties prenantes, les clients, les fournisseurs, pour vraiment rester dès la première heure en contact avec tous ces acteurs-là. Identifier les sources d'attaque pour permettre de bloquer. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on peut faire pendant la première journée. Et justement, si on peut faire ces choses-là pendant la première journée, généralement, on peut considérer qu'on a quand même bien la situation en main et qu'on peut gérer la crise. Et les jours suivants découlent un peu de sources. Certes, ils vont être très intenses, comme on l'a entendu. 7 jours de remise en production, ça peut sembler long, mais quand on voit un peu les cas que nous accompagnons aussi, 7 jours, c'est assez rapide. Donc, je veux dire, ils ont démontré une bonne coordination, une bonne gestion dans tout ça. Donc, comme je l'ai dit, après l'attaque, c'est avant l'attaque. Donc, la préparation est importante, surtout d'apprendre de ce qui s'est passé pendant l'attaque pour après faire une amélioration continue et d'être mieux préparé à la prochaine fois ou même d'éviter la prochaine fois. Donc, quelles sont donc les clés de l'après-attaque? Tout d'abord, il est important de connaître qu'est-ce qui est la normalité sur laquelle on veut retourner. Est-ce que déjà on veut retourner sur la même normalité? Surtout actuellement avec le Covid, on voit que ce retour à la normalité peut prendre beaucoup de temps. Est-ce qu'on veut vraiment cette même normalité? Est-ce qu'on ne veut pas s'améliorer? On veut sortir renforcé d'une crise ou d'une attaque cyber. Et donc, pour sortir de cette crise, pour aussi identifier le moment de sortie de la crise, qui est important, ou qui n'est pas toujours évident de savoir, moi maintenant, ok, on est bon, on peut sortir. C'est important que pendant le processus, pour ça la phase de préparation est importante, d'avoir des objectifs et des buts clairs à atteindre. Donc, les mesures qu'on a mises en place, est-ce qu'ils sont appropriés? Est-ce qu'on peut les tester? Est-ce qu'on peut vérifier leur efficacité? La communication justement avec les clients, les fournisseurs. Est-ce qu'on a contacté tout le monde? Est-ce que tout le monde a été informé? Est-ce que tout le monde a pu justement s'adapter, mettre en place les choses? Donc, est-ce qu'on voit revenir le business as usual, donc les gens en production? Est-ce qu'on a recréé le contact avec les clients? Et puis aussi penser plus loin au plan de restauration ou même de restructuration des systèmes touchés. Certains systèmes, on a dû les réparer un peu en urgence pour repartir en production, mais il reste un travail de remettre ça en forme vraiment efficace et en même temps améliorer les choses. Donc la phase de lessons learned est très importante. Pour ça, il est très utile, et je reviens tout au début à la phase de préparation, de bien préparer, bien coordonner pendant la crise et d'avoir surtout ce qu'on appelle une main courante, donc un logbook, où on note toutes les choses qui ont été faites, où on trace vraiment toute la crise pour
par après, pendant les lessons learned, vraiment apprendre de cette expérience. Aussi très important, l'échange avec les parties prenantes, les clients, les fournisseurs, les autorités, les équipes de CERT ou les spécialistes, pour vraiment apprendre et améliorer, identifier les pistes d'amélioration. Un homme ou une femme averti en vaut deux, et donc il est important de préparer la suite. Et surtout, je pense communiquer, ça a été dit, communication is key, et il faut le répéter, la communication est vraiment très importante. Parce que la communication, c'est la chose que vous, en tant que chef d'entreprise, avez comme outil. C'est votre maîtrise de la crise. Parce que toute l'expertise, que ce soit technique, juridique et autres, ça c'est, on trouve ça sur le marché, on trouve des prestataires. Mais savoir qui, que dire, pardon, à qui et quand, ça c'est vraiment le clé de la crise. Donc la prévention contre les attaques, la détection de l'intrusion et la préparation à la prochaine ou aux prochains incidents, ce sont les trois mousquetaires de la cybersécurité. Merci. Merci beaucoup Pascal pour ces précieux conseils pratiques et nous encourageons tous ceux qui nous suivent à les mettre en œuvre. Alors nous avons pu ce matin nous plonger dans des cas concrets de cyberattaques et nous espérons donc que votre regard a évolué sur ces situations complexes. Je remercie à nouveau chaleureusement donc nos experts, Cédric, Christophe et Pascal, pour leur participation et leur contribution, et également Paul Feider et Edith Magiarex d'avoir partagé avec vous leur expérience et leur vécu. C'est comme tu l'as dit, en échangeant et en sensibilisant que toutes les entreprises pourront se prémunir et réagir au mieux en cas d'attaque. Des outils sont à votre disposition, des interlocuteurs à votre écoute, n'hésitez pas à les contacter.